Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux parents qui n'ont pas pu venir jeudi au Moulin Michel pour cette présentation. Vous allez voir, le projet est très intéressant, très novateur, mais en même temps, il implique que vous, en tant que parent, vous fassiez un choix réfléchi, si impliquer ou pas votre enfant. Puis vous allez comprendre pourquoi. C'est aussi un projet dans lequel votre contribution va être demandée, parce qu'on va mettre des outils puissants dans la main des enfants. C'est un projet, c'est quelque chose qui est nouveau, et on retient que c'est dangereux de laisser les enfants seuls à ce stade avec ces outils-là. Après, ça sera votre choix de leur laisser la marge de manœuvre que vous voulez leur laisser, mais durant ce parcours, si vous voulez que votre enfant participe, on vous demandera, en tant que parent, également de participer. Pour ceux qui n'ont pas le temps de s'impliquer autant qu'ils le voudraient, venez me voir. On peut en discuter pour que je prenne le relais sur certaines activités avec eux. Avant tout, le Gentilly 3, ça fait déjà 2 ans que certains d'entre vous me connaissent, avec qui on a fait des activités. Au début, on était un club de robotique, ensuite on s'appelait le club de mécatronique. La dynamique du club et en fait ma dynamique personnelle était peu compatible avec les exigences du niveau scolaire, de ce qui est demandé à l'école. Et, et finalement, j'étais un petit peu frustré de ce que je pouvais finalement pas faire et toutes les idées que je voulais amener. Donc j'ai décidé cette année de sortir le club de l'école. On s'appelle le Gentilly 3, le club est en constitution. On va vous revenir très vite sur toutes les activités qu'on va faire avec le club. Je dis on parce que plusieurs parents m'ont rejoint dans cette folle aventure. Et donc, on va vous revenir très vite. Encore un petit peu de patience, mais vous inquiétez pas, les activités de robotique, de création de jeux vidéo et plein d'autres s'en viennent, avec une modalité beaucoup plus souple et beaucoup plus simple, aussi avec des nouveaux outils de collaboration, parce que justement, je bénéficie plus de l'environnement de l'école, mais j'ai envie de vous dire, tout ça c'est pour le mieux. La première grande nouvelle que je vous partage, c'est que le Moulin Michel, que j'ai rencontré grâce à certains d'entre vous, euh, dans la personne de Philippe, son directeur, qui est sûrement plus fou que nous tous réunis, et avec qui il y a eu beaucoup d'acquaintances et de parallèles et de projets, de feuilles de route communes. Et donc, ils nous ont ouvert grand les portes du moulin. Vous avez déjà vu avec ce premier escape game, mais en fait, ils nous accueillent chez eux. Donc, on fera plein d'activités avec le moulin. C'est un très bel espace de créativité finalement qui, qui, qui s'en vient et avec lequel on pourra vraiment faire des choses super, super, super cool. Donc, je suis très heureux avec ça. Et puis, un grand merci au Moulin Michel comme ça de nous accueillir. Puis innover dans le patrimoine, personnellement, c'est quelque chose qui me fait triper. L'autre acteur qui s'est joint, dans lequel j'ai rejoint, c'est Créativité Québec. Créativité Québec, c'est une start-up dans le domaine de l'éducation et de la créativité. Eux aussi, c'est une équipe de fous. Le- les gens que vous voyez ici, en fait, je les ai rencontrés dans des vies précédentes. Euh, dans des projets innovants. Certains, comme Joyce, fait partie des gens qui m'ont formé à plusieurs des outils qu'aujourd'hui j'utilise aussi bien avec les enfants qu'en entreprise. Et mis à part Normand, qui est une personne que j'apprends à découvrir depuis peu, mais qui a une très grosse feuille de route personnelle dans l'éducation à des postes très élevés, qui nous permet finalement de faire le lien et de naviguer avec toutes ces idées folles dans le monde de l'éducation. On a vraiment une équipe incroyable, avec des idées incroyables, avec des personnages que vous découvrirez au fur et à mesure des différents projets. En tout cas, entre Créativité Québec et le Moulin Michel, on a une équipe de feu aujourd'hui pour amener des projets plus fous les uns que les autres. Ça, c'est juste pour vous donner une idée des projets
projets qui sont faits. Créativité Québec, ben, la première activité qui a été faite cette année, ça a été les joutes créatives. Les joutes créatives, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on a utilisé pour le premier jour de l'Escape Game pour générer des idées. Et vous allez voir, il y a plein d'autres outils qui s'en viennent. Mais vous voyez les noms qui sont ici. Il n'y a pas encore la commission de la riveraine, ni aucune école. Mais on y travaille fort pour que certains des projets s'ancrent également avec la commission scolaire. Donc aujourd'hui, on va parler du projet spécifique qui est l'exposition Art et IA. Donc en fait, je vous ai dit, je vous viendrai sur les autres projets, mais cette présentation se focalise sur cette exposition Art et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui me passionne, sur lequel je travaille dans la vraie vie, et les technologies est là aujourd'hui. Et en fait, on part du principe, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur l'intelligence artificielle, souvent par des gens qui d'ailleurs ne l'ont jamais testé, qui sont plus des critiques conceptuelles. Ça fait peur à juste titre, je vais vous faire voir après. Mais nous, on est très optimistes par rapport à l'intelligence artificielle. On pense que c'est une technologie qui va permettre d'élever l'humanité à un autre niveau, et je pèse mes mots. Avec cette exposition Art et IA, en fait, pendant Meunier tu fêtes, donc l'événement de Noël qui est organisé par le Moulin Michel, pendant les 3 week-ends de Meunier tu fêtes avant Noël, la salle d'exposition de réception du Moulin Michel à l'étage, en fait, va être convertie en exposition permanente pour nos enfants, avec des œuvres que vous allez créer avec eux. Et donc, l'objectif de ce parcours, c'est de créer d'ici Noël le contenu de cette exposition en utilisant l'intelligence artificielle et en faisant créer nos enfants avec ces outils incroyables et les initier à ça. Pendant la soirée de jeudi, Philippe nous a fait la surprise de nous annoncer qu'en fait il prévoyait d'organiser un vernissage, comme pour les grands, pour nos enfants, donc avec le petit four et des bulles sans alcool évidemment. Donc c'est très très cool. Je vous disais qu'il est fou et encore plus fou que nous là, il va encore plus loin que ce qu'on pouvait emmener. Et donc ça va vraiment être très 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 sympa. Je vais commencer par vous faire un crash course sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je pense que ça va être la meilleure façon de rentrer dans le sujet. Comme je vous disais, beaucoup de gens sont apeurés par l'intelligence artificielle, mais je pense que la meilleure façon de comprendre à quoi on a affaire, c'est d'y mettre les mains. Donc je vous fais un petit crash course. Ce que je vous montre là, on le fera également avec les enfants. D'ailleurs, certaines de ces activités-là, je les ai déjà faites les années précédentes avec les enfants. Je vous ferai voir ensuite un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle, puis qu'est-ce qu'on va faire pendant ce parcours-là. Après, on parlera des risques et des mises en garde. Et si vous êtes toujours là, à ce moment-là, et que vous avez envie de continuer, je vous présenterai les prochaines étapes et le thème qui nous a été proposé par Philippe pour cette exposition. Donc commençons par l'introduction à l'intelligence artificielle. En fait, je vais commencer par ce petit site. Tout ça, je vous donnerai les liens par la suite. Comme je vous disais, donc qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Je pense que le plus simple, c'est d'aller avec cette application qui a été créée par Google. Donc c'est un site libre d'accès qui, en fait, quand vous allez ici, vous avez un défi. Il vous demande ici de dessiner en 20 secondes un tuyau d'arrosage. Donc je vais le faire devant vous. Je vois cercle. Oh, je sais, c'est tuyau d'arrosage. Il a trouvé. Je vois cercle. Oh, je sais, c'est donut. Je vois lampadaire. Oh, je sais, c'est panier. Je vois cercle. Ou soleil. Ou barbiche. Oh, je sais, c'est araignée. Je vois cercle. Ou lune. Oh, je sais, c'est ballon de basket. Je vois plume. Je vois feuille. Ou lustre.
Oh, je sais, c'est parachute. Vous voyez, il a reconnu en fait mes images. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 2 ans, quand on le faisait avec les enfants, ils ne reconnaissaient pas aussi vite. En fait, vous voyez, donc on voit, il a reconnu les différentes images. Euh, QuickDraw, c'est plus de 50 millions de dessins sur lesquels il se base, qui ont été faits par des gens, sur lesquels il se base pour deviner. Donc vous voyez en fait à chaque fois, à partir de l'image, lesquels il se rapprochait, et puis finalement lesquels lui ont permis de reconnaître l'image que j'ai dessinée. Donc typiquement, on comprend avec ça ce que c'est qu'une intelligence artificielle. C'est en fait c'est un algorithme qu'on va entraîner et qui, à force d'être entraîné, va reconnaître des choses qui n'étaient pas prévues, des nouveaux dessins. Et pour vous faire un parallèle assez rapide, à chaque fois que vous recevez, vous savez, ces petites notifications, on vous demande de reconnaître un escalier parmi un choix d'image, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est entraîner les intelligences artificielles. Donc c'est vraiment le fonctionnement de base d'une intelligence artificielle. Un autre outil qu'on a utilisé, c'est déjà avec les enfants, c'est Teachable Machine. Teachable Machine, c'est aussi un outil proposé par Google qui est gratuit, qui permet en fait d'entraîner une intelligence artificielle et après de l'intégrer. Je vais vous la faire voir tout de suite, mais en fait j'ai une petite histoire à vous raconter. Quand la première année, quand je faisais le coach ici à Gentilly, je coachais également un groupe à Ottawa en ligne. Et dans ce groupe-là, il y avait une petite fille de 6 ans, Kamsi. Kamsi, alors on avait fait du Scratch avec eux. Scratch, c'est un petit langage de programmation dédié aux enfants. Donc Kamsi, en fait, lors d'une session, je leur ai fait voir QuickDraw que je viens de vous faire voir. Ensuite, on était sur Teachable Machine. Elle a entraîné le modèle, elle l'a exporté, elle l'a intégré dans Scratch et elle a créé un jeu vidéo. 6 ans et tout ça en moins d'une heure. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est que c'est une technologie qui existe déjà, qui est déjà à disposition, qui permet déjà de faire des très belles choses, avec tous les risques que ça comporte, mais qui est déjà là. Concrètement, Teachable Machine, c'est quoi? Vous voyez, quand vous arrivez ici, donc c'est gratuit, vous pouvez créer, en fait, aller sur une intelligence artificielle qui va reconnaître des images, qui va reconnaître des audios, ou alors qui va reconnaître même des pauses en activant la webcam. Je vais vous faire voir avec les images, en espérant que ça... Donc, en fait, on active sa webcam. Et on va faire reconnaître un objet. Donc par exemple, je vais prendre ce bout de scotch et vous voyez, je vais faire en fait des copies de ce bout de scotch dans tous les sens. Donc j'ai chargé l'image comme on avait les différents dessins tout à l'heure. Là, c'est avec une photo qu'on a pris sous différents angles. Je vais prendre un autre objet. Je vais prendre ces post-it. Puis ici, pareil, je vais faire une copie de ces copies. Je vais entraîner, en fait je ne l'ai pas encore entraîné, mais je vais lui donner plusieurs images donc de ces post-it. Une fois qu'on a chargé ces différentes images, alors voyez là je l'ai fait très vite, c'est sûr que c'est pas propre, je suis derrière, etc. Là, mais vous pouvez imaginer, vous pouvez mettre par exemple plusieurs images de fourchettes pour lui faire reconnaître une fourchette, un chien, une race de chien. Et puis, une fois qu'on a chargé ces images-là, on entraîne le modèle. Donc là, ça se fait tout seul. C'est des algorithmes, donc ils vont prendre ces images-là, vous allez voir, ça va quand même assez vite. Je ralentis pas la vidéo ni l'accélère là, c'est vraiment en live. Et là, le modèle a été entraîné. Une fois qu'il était entraîné, on peut l'exporter pour après l'intégrer dans les différents outils qu'on utilise. Donc, et maintenant, si vous voyez, si je mets le post-it, vous voyez, il le reconnaît, pas trop en fait, hein, donc ça pas très bien. Ah, si. Alors, sur certaines positions, il va le reconnaître. Si on le rapproche, il le reconnaît très bien. Vous voyez. Si donc vous avez le cas de fois qu'il va le reconnaître. Si je reprends le scotch de tantôt, lui il le reconnaît super bien. Comme ça il le reconnaît moins bien, donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on l'entraîne avec d'autres vues. Et vous voyez, sur certaines positions, il le reconnaît très bien. Donc on a entraîné une intelligence artificielle pour reconnaître le scotch et les post-it. Concrètement, c'est comme ça que ça marche les intelligences artificielles. Donc je vous
disais, tout ça, ça existait déjà. On l'a fait déjà il y a 2 ans. Ce que je vous ai fait voir, on l'avait déjà fait il y a 2 ans. Maintenant, 27 novembre 2022, il y a une bombe sur la planète qui a débarqué, qui s'appelle ChatGPT. Vous en avez sûrement entendu parler. ChatGPT, ça a été une claque pour tout le monde parce que jusque-là, on disait oui, c'est bien les intelligences artificielles, mais c'est pas parfait, ça va prendre du temps pour que ça arrive, etc., etc. ChatGPT, ils sont arrivés avec un modèle d'intelligence artificielle qui marche, mais surtout, ils l'ont mis dans les mains de tout le monde et tout le monde a pu se rendre compte du potentiel que ça veut faire. Ça a été l'application la plus téléchargée rapidement, utilisée rapidement au niveau planétaire. Et vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est absolument fou. Moi personnellement, le jour où ChatGPT est arrivé, c'est sorti le 27. Moi le 30, un de mes associés me l'a montré. Et pendant pratiquement 3 semaines, j'étais en tilt professionnel. Je ne comprenais pas comment il faisait pour faire tout ça. Et surtout, je voyais les impacts que ça allait avoir sur énormément de choses. Je vous le fais voir tout le temps tantôt. Déjà, commençons par le commencement, ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est une interface de chat avec qui on parle et qui va nous donner des réponses. La version 3.5 est une version gratuite. Il suffit juste d'aller sur OpenAI, je vous donnerai les liens pour créer votre compte et vous pouvez commencer à chatter avec. La version 4 qui est payante donne des petites choses en plus, mais honnêtement la 3.5 est amplement suffisante pour faire 95% de ce qu'on doit faire. Donc en fait on est là dans ChatGPT, puis on peut lui poser absolument n'importe quelle question. Je vais lui dire par exemple, moi je passe mon temps, une grosse partie de mon temps c'est d'écrire des courriels. Mais allons plus simple, un post Facebook. Je vais dire, écris-moi un post Facebook pour promouvoir le prochain tournoi de soccer de mon club. Et devant vos yeux ébahis, en quelques secondes, il génère un texte absolument incroyable. Donc vous voyez, là, voilà, c'est ChatGPT. Et on peut lui demander plein de choses. Transforme-le en poème. Il est très fort pour écrire des poèmes. Et ainsi de suite. Donc on peut vraiment, c'est ça, ChatGPT, c'est ça, on peut lui poser tout type de questions. Écris un courriel, envoyé aux parents. Et ainsi de suite. Donc voilà. Puis ici, je vais pas donner de détails je vais pas te donner aucun détail du tournoi, mais imaginons qu'on ait fait un copier-coller en amont de quelque chose qui a été écrit sur le tournoi, ben, il s'inspirait de tout ce qu'on a écrit pour adapter le texte. Ou tout simplement, je dis précise que ce tournoi est réservé aux filles du primaire. Et il va adapter tout ce qu'il a écrit en fonction des commandes qu'on va lui donner. Donc voici ChatGPT et comment ça marche. Aussi simple que ça, on lui parle, on lui pose des questions et il nous répond. Ouais, ici je vais vous faire, je vous parlais pour vous montrer que ça existe et de l'impact professionnel, je fais un aparté sur ce que je fais dans la vraie vie. En fait, là, ce que vous avez ici sous les yeux, là, c'est ce que je fais depuis 20 ans. C'est moi, je cartographie, j'optimise, je redesign les façons dont les gens travaillent. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un processus de vente traditionnel dans une banque. Où en fait, on a un client qui va faire un besoin, il y a un conseiller qui va prendre en compte sa demande, qui va commencer à rédiger son dossier. Après son dossier, il va aller à un premier, en général, qui va aller à un premier niveau de légal pour voir, de conformité, pour voir s'il répond aux choses. S'il répond pas, on lui renvoie sa copie. Ensuite, ça passe à un deuxième expert. Ensuite, ça passe à un coach qui va faire une dernière révision. Puis, ça va retourner au client.
et ça va le documenter. Tout ce qui a été fait va être documenté pour des questions de conformité, de législation. C'est un processus assez classique, comme il en existe tant d'autres, où chacune de ces boîtes représente des choses que font des gens, des petits cœurs qui battent dans la vraie vie, au quotidien. La particularité de ce processus-là, c'est qu'il n'y a plus aucune intervention humaine. Donc j'ai pris un processus classique, que j'ai modélisé des centaines de fois, mais là, tout est fait par l'intelligence artificielle. Donc en fait, il y a un questionnaire en amont qui est fait, qui vient activer le processus. Là-dessus, on voit en live, donc là on parle de tokenisation, c'est-à-dire qu'il y a un token qui part et on voit le token qui se déplace et qui se déplace. Donc ici, en fait, c'est sur chaque ligne, c'est une intelligence artificielle que j'ai configurée en disant ben, tu es un expert dans telle matière, tu fais ci, tu fais ça, ton expertise c'est ça, ta 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 ta. Et à partir de comment je l'ai personnalisé, il prend la tâche et sur chacune de ces lignes, il va agir différemment. Puis au final de ça, ce qu'il en sort, ben, c'est un courriel qui arrive au client en répondant à son besoin, et puis un courriel absolument incroyable en termes de qualité commerciale, qui respecte toutes les contraintes par lesquelles il est passé, et un deuxième courriel qui documente tout ce que chacun des experts a dit pour garder une trace de pourquoi finalement on a envoyé ce courriel-là au, au client. Donc c'est un cas extrême ici où c'est juste pour montrer la puissance de la chose, où tout est automatisé à 300%, mais on pourrait bien sûr mettre des interventions humaines, des checks humains dans tout ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est 20 ans que je modélise ce genre de choses. Je peux vous dire aujourd'hui que 70-80% de ces boîtes qui représentent des actions dans la vraie vie ben, elles peuvent être automatisées. ChatGPT le fait mieux que les gens, ou en tout cas avec le même taux d'erreur. Puis c'est pas un hasard si Goldman Sachs a prédit qu'il y avait 300 millions de jobs qui allaient être perdus à cause de l'intelligence artificielle, parce que concrètement c'est ça qui s'en vient. On a plusieurs études, là je vous en ai mis une autre de McKinsey qui montre, puis ça touche absolument tous les corps de métier, tous les secteurs, qui disent, ils annoncent que au moins un tiers des heures travaillées vont pouvoir être automatisées d'ici 2030, puis 2030, moi je vous dis, ça viendra bien plus tôt là. Donc c'est une grosse vague qui s'en vient, on n'est pas forcément prêt. Les outils sont déjà là. Là, ce que vous voyez sous les yeux, c'était fait uniquement avec ChatGPT. Mais il y a d'autres intelligences artificielles qu'on peut appeler en fonction des différents sujets sur lesquels on veut la faire travailler. Et, et puis notre position, c'est qu'il faut éduquer les enfants parce que ça fait déjà partie de leur réalité. Et puis dans tous les cas, il faut réapprendre nous-mêmes en tant qu'adultes, on doit réapprendre très vite à travailler avec ça. Sinon, on va se faire déclasser. Et puis les enfants, c'est un futur que personne ne sait ce qui va être, qui arrive, qui est déjà là. C'était alarmiste, excusez-moi, je voulais pas vous faire peur, mais c'était pour vous montrer concrètement là ce qui s'en vient. Donc, je vous ai fait voir une intelligence, la première intelligence qu'on allait utiliser avec les enfants qui génère du texte, qui est ChatGPT. La seconde qu'on va utiliser, elle s'appelle Midjourney et elle permet de créer des images. Midjourney, c'est fou, vous allez voir. Un petit showcase de genre d'image qui est généré par Midjourney. Donc ça, c'est des images. Donc, en fait, on voit ici les prompts. Les prompts, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure dans ChatGPT. Il y a une façon d'écrire pour avoir des bonnes réponses. Dans Midjourney, il y a une autre façon d'écrire pour avoir ce genre d'image. Et puis vous voyez le genre d'images qui sont générées, c'est une qualité absolument incroyable. Ça fait parfois peur. Ça aussi, c'est des métiers de graphistes, d'illustrateurs, de modélisateurs qui vont complètement disparaître, complètement être réinventés. Vous pouvez voir la qualité des images. Donc ça, c'est Midjourney, il y en a d'autres. J'ai choisi Midjourney parce qu'en fait, dans Midjourney, par rapport à d'autres, il y a un côté créatif de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on lui met des mots-clés, puis on verra ce qu'elle en sort. Alors que d'autres intelligences artificielles, on lui dit exactement ce qu'on veut, puis c'est ça qui sort. Ici, c'est ça, il y a un côté un petit peu magique, là. Qu'est-ce qui va en sortir, et puis on va jouer avec ça.
Midjourney, pour que ça marche, ça implique d'installer Discord. Donc, pourquoi? Ok. Donc, quand on est sur Discord, alors Discord, bien, quoi que en dise le site, qu'il présente ça comme un outil éducatif, c'est un outil de chat qui, qui permet d'ajouter n'importe quel type de canal et sur lesquels on peut n'avoir aucun contrôle. C'est très utilisé dans le monde du gaming. Si vos enfants font déjà du streaming online, par exemple, ou, ou qui suivent certaines personnes, peut-être qu'ils l'ont déjà installé. Personnellement, s'ils l'ont déjà installé, je vous conseille de le désinstaller parce que n'importe qui peut se connecter là-dessus et poker vos enfants. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux, il y a pas vraiment de filtre autour de ça, donc c'est une utilisation raisonnée. Donc c'est pour ça en particulier que dans ce cadre-là, je vous recommande de suivre ce que vont faire les enfants. Les, ce qui est intéressant dans le fait que Midjourney marche avec Discord, c'est qu'en fait, quand on se connecte sur le canal de Midjourney, on voit d'autres prompts que des gens sont en train de faire, donc ça peut nous inspirer, on peut voir différentes choses, puis surtout on voit ce qu'ils ont écrit, puis comment ils l'ont écrit. Et ça permet de s'inspirer et puis d'aller plus loin et d'étudier les choses. Mais comment ça marche, c'est vraiment assez simple. En fait, on écrit Imagine. À partir de là, on peut écrire notre prompt et puis on met des mots-clés. Je vais aller au hasard, on va dire enfant, moulin, innovation, Noël. Donc là, je mets des mots-clés et puis c'est sûr que vous allez voir, on verra comment écrire des bons prompts, mais là je vous fais vraiment quelque chose de basique comme vous pourrez écrire vous lors des premières utilisations, puis après vous verrez qu'il y a des façons d'écrire pour avoir des résultats absolument incroyables. Euh, L'image, innovation, je sèche, on va le dire, allez, dans le style de Dali, c'est ce qui avait été fait lorsqu'on a fait la présentation, et puis en fait, je vais vous faire voir juste, puis ce genre de petits codes, c'est des codes qu'on ira voir par la suite. Ici, on lui donne un ratio, donc on va lui dire, fais-nous une image en 16 neuvième. Au lieu qu'elle soit carrée, comme on peut voir ici, qui est le format de base, on va lui demander, génère-nous l'image en 16 neuvième. Puis une fois qu'on a fait le prompt, ça se lance. Vous voyez, là, il attend. On va voir l'intelligence artificielle créer l'image sous nos yeux. Et voilà, c'est fou. Je pense que vous partagerez mon avis avec moi, c'est absolument fou. Et en fait, tout le cœur du projet va être là. On va générer du texte et des images. Et on va s'amuser avec ça pour générer des choses folles pour l'exposition de Noël. Donc un exemple d'utilisation. Alors, on voit cette image, souvent elle circule sur les réseaux sociaux et sur Internet, sur l'utilisation de l'IA. On a une courbe normale classique où on peut penser par exemple aux professeurs qui pendant la pandémie, ont créé toutes ces formations, qui ont vraiment galéré là, qui avaient cette tête-là quand ils devaient créer leur contenu en ligne. Puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, en fait, on aurait deux attitudes. La première, là, du dumb guy, là, qui est de l'utilisation bête et méchante. Vous allez voir, cette utilisation bête et méchante fait un effet waouh. Mais nous, ce qu'on dit,
cette utilisation bête et méchante, finalement, c'est une régression de l'humanité, et puis on est d'accord avec ça. Par contre, on vous montrera qu'on peut être aussi un Jedi de l'intelligence artificielle, et bien sûr, c'est là qu'on veut aller. Mais comme une utilisation bête et méchante de l'intelligence artificielle. En fait, si on retourne dans ChatGPT, et en fait, j'avais demandé à ChatGPT de me donner des citations. Je me disais, par rapport à ce qu'on veut faire, donne-nous des citations qui parlent de grains et de moulins. Puis là, elle me dit, bon, bah, il faut tout un village pour élever un enfant. On dit ça, c'est pas vraiment du moulin, mais ça s'en rapproche. On récolte ce que l'on sème. On n'attrape pas avec des bougies vinaigre. Bizarre. Le moulin ne tourne pas avec l'eau passée, ça, c'est intéressant. Puis moi, je me disais, ok, mais tu m'en as donné certaines, mais il en manque là. Avoir du grain mou, trier le bon grain de livret. Effectivement, donc je le challenge et puis il commence à m'en sortir d'autres. Ok. Et oui, il a sorti des choses intéressantes. Je me suis dit, ok, donc ça pourrait être une bonne base de travail. Je dis, maintenant, connais-tu les paroles de la comptine de la mère Michel? Donc là, il me sort la première comptine qu'on connaît. Je lui demande de m'écrire toutes les strophes. Puis là, ça devient intéressant parce que si on lit ce qu'il a écrit, on se rend compte que c'est pas du tout la comptine telle qu'on la connaît. Et, le, et en fait, là, on parle d'hallucination. C'est que où il faut faire très attention avec les intelligences artificielles, c'est qu'en fait, ce sont des algorithmes qui sont programmés pour nous expliquer ce qu'on a envie de lire. Et donc, ce qui va générer, c'est pas forcément la réalité, mais c'est quelque chose qui. Mais c'est tellement bien écrit qu'on a l'impression que c'est vrai. Et pourtant, il peut nous dire vraiment des très très grosses niaiseries. Et c'est intéressant. Puis, personnellement, je pense que ça renforce notre rôle en tant que parents de donner une culture à nos enfants parce qu'il va falloir vraiment qu'ils soient armés pour détecter très rapidement euh, quand il y a des choses qui sont dites qui sont fausses. Viendra probablement le moment où on aura des intelligences artificielles qui viendront contrecarrer ça et qui feront automatiquement du fact-checking, là. Mais c'est un risque. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas encore ça. Et c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Mais vous voyez, à partir de là, je lui ai dit, ok, moi je prends ça comme acquis. Puis je lui ai dit, écris-moi un conte pour enfants qui s'inspire de cette comptine. Et là, il nous a créé un conte tout seul, en quelques secondes, sur la mère Noël et le chat du Père Noël. Avec une belle petite histoire, avec un conte, et puis ça fait waouh. Donc on pourrait s'arrêter là et être le dumb guy et dire ok, c'est waouh, c'est bien ce que tu as fait, je m'arrête là, et puis on peut comprendre quand on voit ça, la crainte des professeurs qui ont peur que les enfants se mettent à tricher et qui leur pondent des copies qui comme ça aussi rapidement. Puis finalement, ils deviennent des feignants vu que l'intelligence réfléchit à leur place, l'intelligence artificielle. Maintenant, regardons le cas le même use case, mais avec un Jedi de l'intelligence artificielle. Donc là, on a la comptine qui nous a généré, puis on voit ici la vraie comptine à côté. Donc il, bah, j'étais la chercher sur internet et puis j'étais reprendre le vrai texte. Donc de là, pour combler l'hallucination, j'étais chercher le dernier texte. Je me dis, ok, on va utiliser finalement le vrai texte. Puis j'ai été faire une recherche sur des proverbes et des vrais dictons. Donc voilà, le plus connu, très connu, on peut être à la fois au four au moulin, ça s'appliquerait bien au moulin Michel. Bien, un Québécois intéressant, là, faute de pain, on mange de la galette. Peut-être qu'il y a quelque chose à créer avec la galette de sarrasin. Un peu comme ça. Et puis, les eaux passées ne font plus tourner le moulin. Oh, intéressant, ça pourrait s'appliquer à notre domaine. Oui, en fait, ce que je vais vous faire voir ici, c'est que ces différents proverbes qu'on a été récupérés, qui sont des vrais proverbes, si on ne prend pas de recul, qu'on les structure, qu'on les articule, qu'on va créer une histoire, on va pouvoir finalement combiner une structure d'un vrai poème, d'une vraie comptine, avec des proverbes, des vrais proverbes, et créer une sorte de storytelling autour de tout ça. Et puis j'en ai mis vraiment plusieurs. Et puis
à partir de là, prendre un pas de recul pour créer finalement l'histoire qu'on veut faire. Donc, par exemple celui-là, ce proverbe russe, pour finir, avec un morceau de pain, on trouve son paradis sous un sapin. On est sur le thème de Noël, le pain, le moulin. Peut-être qu'on pourrait se dire, ok, on va faire une comptine qui va illustrer sur chaque paragraphe une culture d'un différent pays, et puis les images vont être générées autour de ça, par exemple. Donc, à partir de là, on va retourner dans ChatGPT. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le texte du moulin. En fait, j'ai pris les textes des différentes citations, puis j'ai pris le texte du moulin. Quand on fera les exercices, on ira. Je vous donnerai en fait des outils de storytelling pour mieux structurer ça, mais là on va le faire de façon bête et méchante, mais à partir de cette recherche. Mais déjà, on a élevé la réflexion en allant chercher des vraies citations, en faisant une première sélection et en allant chercher vraiment les vrais textes. Mais là, on va lui dire, regardez, moi je fais juste un copier-coller de ça sans structure, et donc c'est juste, on va dire, le Jedi, le Jedi débutant. C'est Luke Skywalker qui rencontre Yoda pour la première fois et qui fait son premier entraînement et qui transpire beaucoup. Mais là, on va lui dire, ok, écris-moi, adapte. Alors, on va lui dire plutôt comme ça. Considère cette comptine pour la suite de nos travaux. Là, je vais lui copier-coller la comptine du Moulin Michel, mais la vraie, pas celle qu'il a inventée tantôt. Je vais effacer les proverbes pour l'instant. Donc là, on l'a alimenté. Ok, puis donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Maintenant, on va lui dire pioche dans ces proverbes et dictons, okay, pour créer on va y aller d'abord avec un conte, on va dire, pour créer un roman initiatique, pour créer la trame d'un roman initiatique que un jeune qui découvre la beauté de l'engagement collectif. Vous allez dire, Marc, t'es allé super loin. Ouais, c'est juste pour vous donner un exemple. Okay. Donc, ok, pour créer, ok, en t'inspirant de la comptine. Et voici qui nous crée un texte sous vos yeux ébahis d'une trame. Ok, donc là il nous écrit un roman initiatique type ce qu'aurait pu écrire Balzac. Là, on la trame, on fait ok, super. Donc maintenant qu'on a fait ça, on fait ok, transforme ce texte pardon, adapte ce texte pour un enfant de 10 ans. Je vous invite à être sur pause pour lire ce qu'il a écrit, mais la qualité est absolument incroyable. Puis on va aller plus loin, on va dire écris-le. Sous forme de texte final.
Là, on voit qu'il utilise des passés simples, donc on va dire ok, simplifie le texte, comme si il avait été écrit enfant de 10 ans. Ok, on commence à se rapprocher, et puis là on va lui dire ok. Des phrases plus courtes. Et voici une comptine faite en quelques temps. Donc là, c'est une utilisation très avancée qui s'appuie sur une structure, une vraie structure, des vrais mots, une réflexion derrière. Et finalement, c'est quand je dis que ça nous permettra de nous élever, c'est typiquement ça dont il est question. C'est finalement partir d'éléments qui sont plus structurés, plus réfléchis, qu'on met en forme, dans lequel, en tant qu'homme et femme, on structure finalement la pensée derrière. Et ça nous permet d'aller plus vite. Puis là, on a une base qui après, sur laquelle on pourra continuer à travailler. Une fois qu'on a cette base-là, imaginons que notre objectif c'est créer un compte pour enfants. On pourrait après aller dans Midjourney. Puis je vais faire le test avec vous là. On va voir ce qu'il en sort. On va juste lui dire Midjourney. Et puis c'est là que je vous disais la magie de Midjourney, c'est que on va voir ce qu'il en sort. On va juste garder le ratio. On va se dire si on veut faire un livre pour enfants avec un format 16 neuvième. Et il nous a généré une image qui présente l'histoire de Maxime. Donc là, c'est des images assez adultes, là, donc on pourrait lui rajouter par exemple le même prompt. Mais lui dire par exemple dans un style de conte pour enfants. On va voir si ça change quelque chose, ça devrait. Ces prompts, il y a des façons, comme je disais, d'écrire les prompts. On va le voir justement tout au long de ce parcours-là pour créer des images uniformes, créer un style et puis faire en sorte que toutes les images se suivent dans une histoire. Mais vous voyez concrètement comment, si je voulais vous montrer par là, c'est comment générer finalement un texte intelligent, structuré, avec des fondations derrière. Puis après venir l'illustrer. Puis typiquement, ça pourrait être un des outputs que les enfants vont créer pendant l'exposition. Ça pourrait être un conte, certains pourraient créer d'autres choses là, mais c'est un des exemples des choses. Et puis en fait le premier atelier se concentrera de générer ce type de conte pour faire montrer, vous voyez, le potentiel. Donc après ici, c'est quand même assez réaliste. On pourrait lui donner des consignes pour créer ça sous forme d'un manga par exemple, si l'enfant veut le faire sous forme d'un manga ou d'autres types de styles. Ils ont suffisamment d'imagination pour nous emmener sur des terrains qu'on ne connaît pas encore.
Ce que je vous mets ici, en fait, c'est ce que je fais aussi bien en entreprise qu'avec nos jeunes, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on aborde un projet, on passe par ces différentes phases-là de divergence, de convergence. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais en fait, l'intelligence artificielle est très utile dans une phase de divergence, dans une phase de divergence où on va générer beaucoup d'idées parce qu'elle va nous aider à générer encore plus d'idées. Et puis après, dans une phase de convergence, elle peut nous aider à faire le tri, mais où nous, en tant qu'hommes, on reste toujours présent. Donc en fait, vous verrez, on va utiliser cette trame de travail pour, pour générer finalement nos plus belles idées. Mon observation avec les enfants, souvent, c'est que dans les premières itérations, ils vont avoir tendance à reproduire ce qu'ils connaissent déjà ou ce qu'ils font avec vous à l'école. Puis ça va être vraiment sur le 2, 3e, 4e atelier où ça va partir dans tous les sens et j'ai trop hâte d'être à ce niveau-là parce qu'on va voir ce qu'ils vont créer. Parce que dans le cadre de ce qu'ils vont créer, dans le cadre du concours, c'est une exposition d'art. L'art a des formes multiples. Il pourrait créer un conte pour enfants, il pourrait créer juste une image, il pourrait décider d'aller sur des images de création mixte, c'est-à-dire de créer une image, puis là-dessus décider de eux-mêmes peindre et d'ajouter leur touche personnelle. Il pourrait créer un jeu vidéo. Enfin, les applications sont vraiment diverses. Le deuxième atelier qu'on fera, ça sera pour montrer, vraiment donner plein de sources d'inspiration différentes pour qu'ils se positionnent sur le projet qu'ils veulent faire. Mais oui, c'était un avant-goût pour vous montrer ce qu'on allait faire. Il y a, il y a des outils qui existent que je vous fournirai qui permettent de faciliter l'écriture des prompts, parce que c'est vraiment se tourne autour des prompts, de la façon dont on va les écrire. Il y a des bibliothèques aussi, là c'est un site assez intéressant. Alors je vous déconseille de les acheter, même si nous peut-être on se mettra à vendre les prompts les enfants pourront vendre peut-être leurs prompts qu'ils créeront. Mais en fait c'est assez intéressant ce site PromptBase parce qu'il montre en fait des prompts. Il vend des prompts par exemple à ce prix-là. Il nous vend le prompt qui permet de générer ces images-là, mais surtout ben, dans le prompt, en fait, il y a des mots-clés. Puis dans les mots-clés, on va remplacer par exemple frites par pizza. Ben, il est là. Et il va nous générer ce genre d'image, mais avec une pizza ou avec une poutine ou avec quoi que ce soit. Nous, on va apprendre à créer ces prompts, je vous fournirai moins des bases là, mais le site est intéressant parce qu'il permet de voir vraiment plein de choses qui ont été faites. Donc, par exemple, vous voyez ici des images de Noël. On a un prompt qui génère ce genre d'image, et puis là, on va changer. Et puis, par exemple, on pourrait mettre le moulin à la place de cette maison, et puis ça va générer une image de ce style-là avec un moulin. On arrive à la dimension des risques et de la mise en garde. Le premier, alors attendez avant d'arriver là, il y a toutes les mises en garde classiques qu'on entend sur l'intelligence artificielle qui sont fondamentales. Le premier, on en a parlé, c'est le risque d'hallucination. Donc l'intelligence artificielle, elle n'est pas si intelligente que ça, en dépit de son nom, et puis elle est faite pour nous séduire et nous dire ce qu'on a envie d'entendre ou de voir. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elle nous dit. Une autre chose, un autre risque classique de l'intelligence artificielle qui est vrai, ce sont les biais. Ces intelligences artificielles, vous l'avez vu, elles sont entraînées en amont par des images, par des réflexions, etc. Et ben, ça implique des biais dans ce qu'elles nous amènent. Et c'est sûr qu'ils mettent en place différents types d'outils pour limiter au maximum ces biais, mais ces biais existent. Et les biais les plus communs qu'on va trouver sur Internet, qui sont finalement les biens de l'humanité, on va les retrouver souvent dans les intelligences artificielles. Je ne suis pas sûr que ces deux points-là soient ultra pertinents pour ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ce sont des mises en garde importantes à tenir en tête. Pour notre cas spécifique, je vais vous parler du temps d'écran. Vous le voyez, quand on voit ça, on a envie d'y passer des heures, c'est trippant. Le temps d'écran, c'est un sujet crucial. Là, j'entends déjà certains d'entre vous me dire: mais Marc, t'es marrant de nous parler de temps d'écran, toi là, t'incites nos enfants à faire du coding, à faire des jeux vidéo. Finalement, tu les pousses toi devant l'écran. C'est vrai. Ma position par rapport à ça, c'est que on vit dans une société
nous-mêmes, en tant qu'adultes, on passe de plus en plus d'heures devant l'écran, c'est une vraie problématique. Et il faut mettre en place des stratégies pour limiter le temps d'écran. C'est la première chose. D'ailleurs, vous verrez dans le parcours que je vous propose, il y a plein d'activités qui vont être faites en dehors de l'écran pour préparer ce qu'ensuite on va demander aux IA. Ces temps de détachement sont fondamentaux. On fera d'autres ateliers pendant l'année, on parlera vraiment spécifiquement de ça, là, puis de stratégies à mettre en place. Mais c'est un risque là, et c'est un risque du projet, et c'est pour ça que votre supervision est importante, parce que oui, on va utiliser ces outils-là, mais il faut absolument que cette utilisation d'outils reste quelque chose de marginal, parce qu'on pourrait y plonger dedans et ne plus jamais en sortir. Le deuxième, c'est la question des droits d'auteur. Bon, il était statué que ce qui est produit par une IA ne peut pas être protégé par du droit d'auteur. Là-dessus, notre position, en tout cas pour ce premier projet-là, c'est qu'on s'inspire de Banksy, qui est un artiste de street art, pour qui le droit d'auteur est une aberration. Donc on va créer des images sans droit d'auteur. Mais il n'empêche que ces intelligences artificielles-là, pour produire ce genre d'image, elles s'inspirent d'œuvres réelles. Et ça serait important de sensibiliser les enfants sur cet aspect-là, pour qu'ils le comprennent déjà, pour qu'ils comprennent que la dimension de risque finalement, et puis bon, on fera pas un cours légal là-dessus, mais on leur expliquera ça. Puis il y a beaucoup de choses à dire, et il y a plus de questions que de réponses autour de ça, mais c'est un vaste sujet sur lequel je ne vais pas m'éterniser aujourd'hui, mais qu'on va aborder. Vous l'avez vu, c'est un outil ultra puissant. Concrètement, là, votre enfant, à Noël, il sera capable d'écrire une dissertation de niveau universitaire et de l'illustrer. C'est un choix personnel que vous devez prendre, de lui faire voir ce potentiel-là. Vous pourriez, et je comprendrais que certains d'entre vous disent Marc, c'est bien beau là, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, je veux qu'il passe d'abord par une première phase où il commence par créer par lui-même, à écrire par lui-même, avant de lui mettre en main ces outils-là. Moi, je pars du principe, personnellement, j'ai déjà mis mes enfants là-dessus, c'est que l'outil est déjà là dans tous les cas. Si on ne leur montre pas, nous, dans tous les cas, ils vont y aller tout seuls. Et, et je veux leur montrer une utilisation intelligente de ça, puis d'élever finalement le niveau de réflexion, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. La technologie, elle est là, et il faut apprendre à l'utiliser. Mais ça demande de la supervision, ça demande d'être là, ça demande de leur expliquer, de leur montrer ce qu'on peut faire avec. Ça dépend aussi de la personnalité de vos enfants. Et ça, c'est un choix vraiment strictement personnel sur lequel je ne peux rien dire et qui vous regarde. Mais il faut prendre, il y a une décision à prendre. Dans tous les cas, nous, on vous demandera d'être toujours présent pendant les ateliers et puis d'accompagner vos enfants dans ce qu'on va vous montrer. Parce qu'on a plus de questions que de réponses. C'est un projet pilote dans lequel vous devez agir en connaissance de cause. Le respect de la vie privée, c'est fondamental. À chaque fois qu'on écrit dans une intelligence artificielle, on est en train de nourrir une base de données. Donc surtout, ne mettez aucune information personnelle. Évitez de mettre des photos. Parce que si vous mettez une photo de votre enfant là-dedans, bah, elle est dans une base de données. Maintenant, si vous avez l'habitude de publier des photos sur les réseaux sociaux, dans des groupes publics par exemple, dites-vous bien que votre photo elle est déjà dans plein de bases de données d'intelligence artificielle, dont Midjourney. Donc peut-être, on va dire, réutiliser des photos que vous avez déjà publiées si vous tenez à utiliser des photos, si vous voulez dans la personnalisation extrême d'images. On en reparlera pendant les ateliers, mais c'est un aspect fondamental sur lequel, dans tous les cas, on va insister énormément avec les enfants pour les sensibiliser à ça. Il faudrait qu'on soit sensibilisés nous aussi en tant qu'adultes, parce que je vous avouerai que on fait tous des choses vraiment très dangereuses pour l'avenir de nos enfants en publiant autant sur les réseaux sociaux. Mais c'est un autre sujet. Le dernier, c'est le contenu approprié. Les deux intelligences qu'on va utiliser, elles commencent à être
en dépit qu'elle soit très récente, quand même assez mûre. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour limiter l'utilisation et la génération de contenu inapproprié. Mais le risque existe toujours. Le risque majeur que je vois ça n'est pas tant sur ce que vont générer les intelligences artificielles qu'on va utiliser, parce que comme je vous disais, elles ont quand même été déjà pas mal verrouillées. Mais il y a une dimension de recherche sur Internet qu'on va faire. Puis recherche sur Internet égale gros risque. Pour ça, je vous demande d'être présent. Et puis, il se pourrait qu'à un moment donné, quelque chose d'inapproprié apparaisse ou se génère, et donc il faudra avoir le clic rapide pour fermer ça. C'est un risque à prendre, mais c'est un risque dès qu'on fait de l'Internet qui est omniprésent. En tout cas, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Si en dépit de tout ça, vous voulez quand même continuer, les prochaines étapes, finalement, après la visualisation de cette vidéo, et pour ceux qui étaient là jeudi dernier, on va vous faire signer une décharge par rapport à ces risques. On va vous demander d'être présent, et aussi on va vous demander des droits d'image, parce que tout ce qui va être créé, fait, va être exposé au Moulin Michel, mais aussi l'exposition se veut comme une exposition autonome. On veut permettre aux gens qui vont voir l'exposition de comprendre le travail derrière les œuvres. Donc à un moment donné, on fera des interviews de vos enfants, de vous-même, du travail fait, des images, etc. Donc on montrera les différentes choses. Et donc il faut accepter. Faut accepter ces conditions-là, parce que sinon ça va mettre à mal les fondements même de ce qu'il y a derrière cette exposition. À partir de là, en fait, la première semaine, je vous enverrai des procédures écrites là pour installer les outils qu'on a besoin pour que quand on commence le premier atelier, chacun soit prêt. Ceux qui auront du mal à installer les outils que je vais vous lister, je pourrai vous accompagner pour être sûr que tout marche avant que ça commence. Les ateliers, en fait, ce que je vous propose pour les ateliers, c'est faire. Il y aura 2 moments sur lesquels j'ouvrirai la ligne, je vous enverrai des liens. Vous viendrez, donc ce sera 2 fois par semaine, le mardi de 18h30 et le dimanche de 9h à 10h. Vous n'êtes pas obligé de venir à chaque séance. Moi, je vous recommanderais de venir une fois par semaine. Si vous ne pouvez pas une semaine, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, je serai présent sur ces 2 créneaux-là pour répondre à vos questions, pour qu'on itère. Chacun de ces ateliers-là, en fait, sera en amont. Il y aura une description écrite de ce qui va être fait. Et ça vous permettra de faire des recherches et des explorations, puis de venir montrer pendant ces ateliers où vous en êtes, poser vos questions, et puis que vos questions contribuent aux autres. On enregistrera ces ateliers, mais je vous invite fortement, si vous pouvez, à essayer de venir là. En présentiel, j'aurais dû le mettre entre parenthèses, on va essayer de faire certaines activités en présentiel au moulin, pour vous présenter certains types d'œuvres, certaines choses, etc. Ça va être, on verra. C'est très dur à dire pour moi aujourd'hui quand auront lieu ces activités, et puis si vous pourrez à chaque fois vous venir, mais on essaiera de faire des choses qui soient le plus accessibles possible en fonction de vos contraintes. Mais si vous ne pouvez pas venir, c'est pas très grave. 95% du travail va se faire en ligne. Et sur vos activités autonomes que vous ferez à côté sur le papier. Mais c'est comme ça que ça va se faire, donc on va avoir une série d'ateliers pour arriver jusqu'au projet final. Il y a 2 activités que j'ai mis en pointillé parce qu'elles doivent être validées. La première, en fait, on est en train de valider si technologiquement on a un rêve un petit peu fou de, pendant l'exposition, d'avoir un robot qui dessine une image qui a été générée par une intelligence artificielle, mais qui se dessine sous nos yeux ébahis pendant la journée. Et donc on sait, finalement, on voit l'œuvre finale qu'à la fin de la journée, une fois que le robot a fini de dessiner. Ça a l'air un petit peu fou, la technologie existe. Créativité Québec, le vice-président, est une technologie qu'il maîtrise. C'est lui qui va nous initier à ça. Je sais que le coding, c'est pas la plupart des enfants qui étaient intéressés par ce projet-là, c'est pas forcément le coding qui les intéresse le plus. Mais si on voit qu'avec Créativité Québec, cette petite activité-là est possible, en fait, sûrement un samedi ou dimanche, on fera un petit groupe et on ira à Montréal chez le vice-président de Créativité Québec. Il nous montrera chez lui ce robot, comment il marche, et qui nous expliquera, qui va nous fournir le matériel. Si jamais ce projet est validé, je vous aviserai
Et si certains d'entre vous veulent y participer, ben, on organisera une voiture. Là, je vous propose d'emmener les enfants, moi, dans ma voiture. Et si certains d'entre vous peuvent venir, tant mieux. Mais il y aura une journée comme ça, un week-end à un moment donné pour aller à Montréal, pour ceux que ça intéresse. L'autre, c'est le développement d'affaires. Donc, ça, c'est un vaste sujet. On en reviendra pendant l'année. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire pour ce projet-là. Mais d'une façon générale, on veut cultiver l'esprit d'entreprise. C'est un sujet qui m'est cher. On veut structurer ça sous forme de coopérative, donc leur donner des valeurs entrepreneuriales sous forme de coopérative. Et finalement, en fait, l'objectif, ça va être de vendre, pendant l'exposition de Noël, de faire une vente de ces objets-là. Des objets qui vont créer, ou des objets souvenirs, plutôt déclinés de ces objets-là, pour alimenter finalement les activités qu'on va faire avec le club. On a une réflexion à avoir sur comment les gains vont être utilisés. Je l'ai mis entre guillemets, c'est un vaste sujet, on a encore plus de questions que de réponses, mais on espère vous revenir assez vite là-dessus, donc on verra. On verra, mais c'est en pointillé. Ce qui est sûr, c'est la dernière étape, c'est la finalisation des travaux. Je veux dire, l'exposition Noël commence début décembre, donc les temps sont très courts. Je vous enverrai cette semaine le plan détaillé des ateliers pour que vous ayez un cadre structuré. Mais il va falloir quand même aller assez vite, générer des impressions, faire le montage de l'exposition, etc. Et, et donc c'est à prévoir, et donc finalement on a cette deadline de début décembre pour faire l'exposition, donc ça va aller vite. Ça va aller vite, mais voici le programme tel qu'il a été bâti. Pour ce qui est du thème, ben, Philippe nous a proposé un thème, une série de thèmes et de déclinaisons de thèmes pour inspirer nos créations. Donc vous voyez à l'écran les thèmes proposés par Philippe. Donc un Noël futuriste au moulin. Il nous a donné une série de contraintes, donc se contenir dans une ou deux vitrines, obtenir une contrainte créative de la part de son grand-père ou de sa grand-mère. C'est des pistes pour aller dans une dimension multigénérationnelle très intéressante. Incorporer une référence à la rivière du Moulin, intégrer un personnage des chansons de Félix Leclerc ou un personnage d'un conte d'André Lavigne, pouvoir émettre ou inspirer un son, une mélodie, intégrer un élément magique, intégrer des puces NFC ou RFID, et créer une déclinaison pour une impression, pour les souvenirs. Ces contraintes ne sont pas toutes à respecter. Le thème, c'est vraiment un Noël futuriste au moulin, et puis utiliser une, deux ou trois de ces contraintes-là pour le processus créatif. Les contraintes font partie du processus créatif, c'est avec les contraintes qu'on crée. Et donc on jouera, vous verrez à partir du deuxième atelier, avec ces contraintes que Philippe nous propose pour cette exposition incroyable. En espérant que ce projet vous intéresse et que vous ayez envie d'embarquer, nous on est vraiment très excités par ça, on y voit beaucoup de potentiel et beaucoup d'éducation de nos enfants sur ce projet-là, mais surtout avoir énormément de fun. C'est une activité familiale à faire déjà avec vous, mais comme vous voyez aussi impliquer d'autres membres de votre famille ou des gens autour comme les grands-parents. C'est vraiment une très très belle idée de Philippe d'aller dans ce niveau-là. Et d'ailleurs, je vous proposerai un outil très sympa, activité hors ligne, à faire avec les grands-parents qui marche super bien pour générer des idées. Je vous laisse la surprise pour l'atelier numéro 2. Et donc j'espère que vous embarquerez en plus grand nombre. Nous, on a très très hâte de commencer avec vous. Et j'ai envie de vous dire à bientôt.